Saorge, terminus. Peut-être tout cela devait-il se terminer ainsi. Peut-être n'y avait-il aucun autre moyen, aucune autre issue. Peut-être fallait-il dénouer ce qui avait été entremêlé, accomplir ce qui avait été ébauché. Ainsi, Dzerzhinsky devait se rendre en ce lieu appelé Saorge, à 44 degrés de latitude nord et 7 degrés 30 de longitude est, en ce lieu d'une altitude légèrement supérieure à 500 mètres. À Nice, il descendit à l'hôtel Windsor, hôtel de demi-luxe d'une ambiance assez puante, dont une des chambres a été décorée par le médiocre artiste Philippe Perrin. Le lendemain matin, il prit le train Nice-Tende, renommé pour sa beauté. Le train traversa la banlieue nord de Nice, avec ses HLM d'Arabes, ses affiches de Minitel Rose et ses scores de 60% au Front National. Après l'arrêt de Payon-Saint-Thècle, il s'engagea dans un tunnel. À la sortie du tunnel, dans la lumière éblouissante, Dzerzhinsky aperçut sur sa droite l'hallucinante silhouette du village suspendu de Payon. Il traversait alors ce qu'on appelle l'arrière-pays niçois. Des gens venaient de Chicago ou de Denver pour contempler les beautés de l'arrière-pays niçois. Ils s'engouffrèrent ensuite dans les gorges de la Roya. Dzerzhinsky descendit en gare de Fanton-Saorge. Il n'avait aucun bagage. On était à la fin du mois de mai. Il descendit en gare de Fanton-Saorge et marcha environ une demi-heure. À mi-parcours, il dut traverser un tunnel. La circulation automobile était inexistante. Selon le guide du routard qu'il avait acheté à l'aéroport d'Orly, le village de Saorge, avec ses maisons hautes étagées en gradins, dominant la vallée en un à-pic vertigineux, avait quelque chose de tibétain. C'était bien possible. Toujours est-il que c'est là que Janine, sa mère, qui s'était fait rebaptiser Jane, avait choisi de mourir après plus de 5 années passées à Goa dans la partie occidentale de la péninsule indienne. Enfin, elle a choisi de venir ici. Elle n'a sûrement pas choisi de crever, corrigea Bruno. Il paraît que la vieille pute s'est convertie à l'islam, à travers la mystique soufie, une connerie de ce genre. Elle s'est installée avec une bande de babas qui vivent dans une maison abandonnée à l'écart du village. Sous prétexte que les journaux n'en parlent plus, on s'imagine que les babas et les hippies ont disparu. Au contraire, ils sont de plus en plus nombreux. Avec le chômage, leur nombre a considérablement augmenté. On peut même dire qu'ils pullulent. J'ai fait ma petite enquête. Il baissa la voix. L'astuce, c'est qu'ils se font appeler des néo-ruraux, mais en réalité, ils ne glandent rien. Ils se contentent de toucher leur RMI et une subvention bidon à l'agriculture de montagne. Il hocha la tête d'un air rusé, vida son verre d'un trait, en commanda un autre. Il avait donné rendez-vous à Michel chez Gilou, le seul café du village. Avec ses cartes postales cochonnes, ses photos de truites encadrées et son affiche de la boule saorgienne, dont le comité directeur ne comportait pas moins de 14 membres, l'endroit évoquait à merveille une ambiance chasse-pêche-nature-tradition aux antipodes de la mouvance néo-woodstockienne vitupérée par Bruno. Avec précaution, celui-ci sortit de son porte-document un tract intitulé « Solidarité avec les brebis brigasques ». « Je l'ai tapé cette nuit, fit-il à voix basse. J'ai discuté avec les éleveurs hier soir. Ils n'arrivent plus à s'en sortir, ils ont la haine, leurs brebis sont littéralement décimées. C'est à cause des écologistes et du parc national du Mercantour. Ils ont réintroduit des loups, des hordes de loups. Ils mangent les brebis. » Sa voix monta d'un seul coup, il éclata brusquement en sanglots. Dans son message à Michel, Bruno indiquait qu'il vivait à nouveau à la clinique psychiatrique de Verrières-le-Buisson, de manière probablement définitive. Apparemment, donc, il l'avait laissé ressortir pour l'occasion. « Donc, notre mère est en train de mourir », coupa Michel, soucieux d'en venir au fait. « Absolument. Au Cap d'Agde, c'est pareil. Il paraît qu'ils ont interdit au public la zone de dunes. La décision a été prise sous la pression de la Société de protection du littoral, qui est complètement aux mains des écologistes. Les gens ne faisaient rien de mal, ils partouzaient gentiment. Mais il paraît que ça dérange les sternes. Les sternes, c'est une variété de piaf. « Au cul les piafs !» s'anima Bruno. Ils veulent nous empêcher de partouzer et de manger du fromage de brebis. C'est des vrais nazis. Les socialistes sont complices. Ils sont contre les brebis parce que les brebis sont de droite, alors que les loups sont de gauche. Pourtant, les loups ressemblent aux bergers allemands, qui sont d'extrême droite. À qui se fier? Il hocha sombrement la tête. « Tu es descendu à quel hôtel à Nice ?» demanda-t-il subitement. « Au Windsor. »« Pourquoi le Windsor ?»
Bruno recommençait à s'énerver. « Tu as des goûts de luxe maintenant. Qu'est-ce qui te prend ? Personnellement, il martelait ses phrases avec une énergie croissante. Je reste fidèle aux hôtels Mercure. Est-ce que tu as au moins pris la peine de te renseigner ? Est-ce que tu savais que l'hôtel Mercure, Baie des Anges, a un système de tarifs dégressifs suivant la saison ? En période bleue, la chambre est à 330 francs. Le prix d'un 2 étoiles, avec un confort institutionnel de type 3 étoiles, une vue sur la promenade des Anglais et un room service 24 heures sur 24. Bruno hurlait presque maintenant. Malgré le comportement quelque peu extravagant de son client, le patron de chez Gilou, s'appelait-il Gilou ? C'était vraisemblable, écoutait avec attention. Les histoires d'argent et de rapport qualité-prix intéressent toujours beaucoup les hommes, c'est chez eux un trait caractéristique. « Ah, voilà du con !» fit Bruno d'un air guilleret, tout à fait changé, en désignant un jeune homme qui venait d'entrer dans le café. Il pouvait avoir 22 ans. Vêtu d'un treillis militaire et d'un t-shirt Greenpeace, il avait le teint mat, des cheveux noirs tressés en petites nattes, bref, il suivait la mode rasta. « Bonjour du con !» fit Bruno avec entrain. « Je te présente mon frère. On va voir la vieille ?» L'autre acquiesça sans un mot. Pour une raison ou pour une autre, il avait apparemment décidé de ne pas répondre aux provocations. Le chemin quittait le village et montait en pente douce à flanc de montagne en direction de l'Italie. Après une colline élevée, ils débouchèrent dans une vallée très large aux flancs boisés. La frontière n'était qu'à une dizaine de kilomètres. Vers l'est, on distinguait quelques sommets enneigés. Le paysage, parfaitement désert, donnait une impression d'ampleur et de sérénité. « Le médecin est repassé, » expliqua Hippie le Noir. « Elle n'est pas transportable. Et de toute façon, il n'y a plus rien à faire. C'est la loi de la nature, » dit-il avec sérieux. « T'entends ça, railla Bruno? T'as entendu ce guignol? La nature, ils ont que ce mot-là à la bouche. Maintenant qu'elle est malade, ils sont pressés qu'elle crève, comme un animal dans son trou. C'est ma mère, du con, fit-il avec grandiloquence. Et t'as vu son look? Reprit-il. Les autres sont pareils, même pire. Ils sont complètement à chier. Le paysage est très joli par ici, répondit distraitement Michel. La maison était vaste et basse, en pierre grossière, recouverte d'un toit de lauze. Elle était située près d'une source. Avant d'entrer, Michel sortit de sa poche un appareil photo Canon Prima Mini, zoom rétractable 38-105 mm, 1290 francs à la Fnac. Il fit un tour entier sur lui-même, visa très longuement avant de déclencher, puis il rejoignit les autres. Mis à part Hippie le Noir, la pièce principale était occupée par une créature indistincte et blondasse, vraisemblablement hollandaise, qui tricotait un poncho près de la cheminée, et par un hippie plus âgé, aux longs cheveux gris, à la barbiche également grise, au fin visage de chèvre intelligente. « Elle est là, » dit Hippie le Noir. Il tira un pan de tissu cloué au mur et les introduisit dans la chambre attenante. Certes, c'est avec intérêt que Michel observa la créature brunâtre tassée au fond de son lit qui les suivit du regard alors qu'il pénétrait dans la pièce. Après tout, ce n'était que la deuxième fois qu'il voyait sa mère, et tout portait à croire que ce serait la dernière. Ce qui le frappa d'emblée fut son extrême maigreur, qui lui faisait des pommettes saillantes, des bras distordus. Le teint était terreux, très foncé, elle respirait difficilement, elle était visiblement à la dernière extrémité, mais au-dessus du nez, qui paraissait crochu, les yeux brillaient, immenses et blancs, dans la pénombre. Il s'approcha avec précaution de la silhouette étendue. « T'en fais pas, dit Bruno, elle peut plus parler. » Elle ne pouvait peut-être plus parler, mais elle était visiblement consciente. Le reconnaissait-elle? Sans doute pas. Peut-être est-ce qu'elle le confondait avec son père, ça c'était possible. Michel savait qu'il ressemblait énormément à son père au même âge. Et malgré tout, certains êtres, quoi qu'on en dise, jouent un rôle fondamental dans votre vie, lui impriment bel et bien un nouveau tour. Il la coupe positivement en deux, et pour Janine, qui s'était fait rebaptiser Jane, il y avait eu un avant et un après le père de Michel. Avant de le rencontrer, elle n'était au fond qu'une bourgeoise libertine et friquée. Après la rencontre, elle devait devenir quelque chose d'autre, de nettement plus catastrophique. Le mot de rencontre n'est d'ailleurs qu'une manière de parler, car de rencontre, il n'y en avait réellement pas eu.
Ils s'étaient croisés, ils avaient procréé, et c'est tout. Le mystère qui était au fond de Mark Dzerzhinsky, elle n'avait pas réussi à le comprendre, elle n'avait même pas réussi à s'en approcher. Y pensait-elle en cette heure où prenait fin sa vie calamiteuse? Ce n'était nullement invraisemblable. Bruno s'abattit lourdement sur une chaise à côté de son lit. « Tu n'es qu'une vieille pute !» émit-il sur un ton didactique. « Tu mérites de crever !» Michel s'assit en face de lui à la tête du lit et alluma une cigarette. « T'as voulu être incinéré ?» poursuivit Bruno avec verve. « À la bonne heure, tu seras incinéré. Je mettrai ce qui restera de toi dans un pot et tous les matins au réveil, je pisserai sur tes cendres. » Il hocha la tête avec satisfaction. Jane émit un bruit de gorge éraillé. À ce moment, Hippie le Noir refit son apparition. « Vous voulez boire quelque chose ?» proféra-t-il d'un ton glacial. « Évidemment, mon bonhomme !» hurla Bruno. « Est-ce que c'est une question qui se pose? Fais péter une poire, du con !» Le jeune homme ressortit et revint avec une bouteille de whisky et 2 verres. Bruno se servit largement, avala une première rasade. « Excusez-le, il est troublé », fit Michel d'une voix presque inaudible. « C'est ça !» confirma son demi-frère. « Laisse-nous à notre chagrin, du con !» Il vida son verre avec un claquement de langue, se resservit. « Ils ont intérêt à se tenir à carreau, ces pédés !» observa-t-il. « Elle leur a légué tout ce qu'elle avait, et ils savent très bien que les enfants ont des droits inaliénables sur l'héritage. Si on voulait contester le testament, on serait sûr de gagner. » Michel se tut. Il n'avait pas envie de discuter de la question. Il s'ensuivit un moment de silence assez net. À côté non plus, personne ne parlait. On entendait la respiration rauque et affaiblie de l'agonisante. « Elle a voulu rester jeune, et c'est tout, » dit Michel d'une voix lasse et tolérante. « Elle a eu envie de fréquenter des jeunes et surtout pas ses enfants qui lui rappelaient qu'elle appartenait à une ancienne génération. Ce n'est pas très difficile à expliquer, ni à comprendre. J'ai envie de m'en aller maintenant. Tu crois qu'elle va mourir bientôt ?» Bruno haussa les épaules en signe d'ignorance. Michel se leva et repassa dans l'autre pièce. Hippie le gris était maintenant seul, occupé à éplucher des carottes biologiques. Il tenta de l'interroger, de savoir ce que le médecin avait dit au juste. Mais le vieux marginal ne put fournir que des informations floues et hors sujet. « C'était une femme lumineuse, » souligna-t-il, sa carotte à la main. « Nous pensons qu'elle est prête à mourir, car elle a atteint un niveau de réalisation spirituelle suffisamment avancé. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Inutile de rentrer dans les détails. À l'évidence, le vieux Benet ne prononçait pas réellement des paroles. Il se contentait de faire du bruit avec sa bouche. Michel tourna les talons avec impatience et rejoignit Bruno. « C'est con de hippie, » fit-il en se rasseyant. « Reste persuadé que la religion est une démarche individuelle basée sur la méditation, la recherche spirituelle, etc. Sont incapables de se rendre compte que c'est au contraire une activité purement sociale basée sur la fixation de rites, de règles et de cérémonies. Selon Auguste Comte, la religion a pour seul rôle d'amener l'humanité à un état d'unité parfaite. »« Auguste Comte toi-même » intervint Bruno avec rage. « À partir du moment où on ne croit plus à la vie éternelle, il n'y a plus de religion possible. Et si la société est impossible sans religion, comme tu as l'air de le penser, il n'y a plus de société possible non plus. Tu me fais penser à ces sociologues qui s'imaginent que le culte de la jeunesse est une mode passagère née dans les années 50, ayant connu son apogée au cours des années 80, etc. En réalité, l'homme a toujours été terrorisé par la mort et n'a jamais pu envisager sans terreur la perspective de sa propre disparition, ni même de son propre déclin. De tous les biens terrestres, la jeunesse physique est à l'évidence le plus précieux, et nous ne croyons plus aujourd'hui qu'aux biens terrestres. Si Christ n'est pas ressuscité, dit saint Paul avec franchise, alors notre foi est vaine. Christ n'est pas ressuscité, il a perdu son combat contre la mort. J'ai écrit un scénario de film paradisiaque sur le thème de la Jérusalem nouvelle. Le film se passe dans une île entièrement peuplée par des femmes nues et des chiens de petite taille. À la suite d'une catastrophe biologique, les hommes ont disparu ainsi que la quasi-totalité des espèces animales. Le temps s'est arrêté, le climat est égal et doux, les arbres portent des fruits toute l'année, les femmes sont éternellement nubiles et fraîches, les petits chiens éternellement vifs et joyeux, les femmes se baignent et se caressent, les petits chiens jouent et folâtrent autour d'elles. Ils sont de
toutes couleurs et de toute espèce. Il y a des caniches, des fox terriers, des griffons bruxellois, des shih tzus, des cavaliers King Charles, des Yorkshire, des bichons frisés, des westies, des arrière beagles. Le seul gros chien est un labrador, sage et doux, qui joue un rôle de conseil auprès des autres. La seule trace de l'existence masculine est une cassette vidéo présentant un choix d'intervention télévisée d'Édouard Balladur. Cette cassette a un effet calmant sur certaines femmes et aussi sur la plupart des chiens. Il y a également une cassette de la vie des animaux présentée par Claude Darget. On ne la regarde jamais, mais elle sert de mémoire et de témoignage de la barbarie des époques antérieures. « Donc, il te laisse écrire, » dit doucement Michel. Il n'en était pas surpris. La plupart des psychiatres voient d'un bon œil les griffonnages de leurs patients, non qu'ils leur attribuent une quelconque valeur thérapeutique, mais c'est toujours une occupation, pense-t-il. Ça vaut toujours mieux que de se lacérer les avant-bras à coups de rasoir. Il y a quand même de petits drames dans cette île, poursuivit Bruno d'une voix émue. Par exemple, un jour, un des petits chiens s'aventure trop loin en nageant dans la mer. Heureusement, sa maîtresse s'aperçoit qu'il est en difficulté, saute dans une barque, file à toute rame et parvient à le repêcher de justesse. Le pauvre petit chien a bu trop d'eau, il est évanoui, et on peut croire qu'il va mourir. Mais sa maîtresse parvient à le réanimer en lui faisant de la respiration artificielle, et tout se termine très bien. Le petit chien est gai à nouveau. Il se tut brusquement. Il avait l'air serein maintenant et presque extatique. Michel regarda sa montre, puis regarda autour de lui. Sa mère ne faisait plus aucun bruit. Il était presque midi. L'ambiance était excessivement calme. Il se releva, retourna dans la pièce centrale. Hippy Legris avait disparu, laissant ses carottes en plan. Il se servit une bière, marcha jusqu'à la fenêtre. La vue portait à des kilomètres sur les pentes recouvertes de sapins. Entre les sommets enneigés, on distinguait au loin le miroitement bleuté d'un lac. L'atmosphère était douce et chargée de senteurs. C'était une très belle matinée de printemps. Il était là depuis un temps difficile à définir, et son attention, détachée de son corps, flottait paisiblement entre les sommets lorsqu'il fut rappelé à la réalité par ce qu'il prit d'abord pour un hurlement. Il lui fallut quelques secondes pour réorganiser ses perceptions auditives, puis il marcha rapidement vers la chambre. Toujours assis au pied du lit, Bruno chantait à plein poumon. « Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman !» Inconséquents, légers et clownesques, tels sont les hommes. Bruno se leva pour chanter encore plus fort le couplet suivant. « Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. » Dans le silence qui suivit cette démonstration vocale, on entendit nettement une mouche traverser l'atmosphère de la pièce avant de se poser sur le visage de Jane. Les diptères sont caractérisés par la présence d'une seule paire d'ailes membraneuses implantées sur le deuxième anneau du thorax, d'une paire de balanciers servant à l'équilibrage en vol, implantée sur le troisième anneau du thorax, et de pièces buccales piqueuses ou suceuses. Au moment où la bouche s'aventurait sur la surface de l'œil, Michel se douta de quelque chose. Il s'approcha de Jane, sans toutefois la toucher. « Je crois qu'elle est morte, » dit-il, après un temps d'examen. Le médecin confirma sans difficulté ce diagnostic. Il était accompagné d'un employé municipal, et c'est là que les problèmes commencèrent. Où souhaitait-on transférer le corps? Un caveau de famille, peut-être. Michel n'en avait pas la moindre idée. Il se sentait épuisé et confus. S'ils avaient su développer des relations familiales empreintes de chaleur et d'affection, il n'en serait pas là, à se couvrir de ridicule devant l'employé municipal qui, au demeurant, restait correct. Bruno se désintéressait complètement de la situation. Assis un peu à l'écart, il avait entamé une partie de Tetris avec sa console portable. « Eh bien, reprit l'employé, nous pouvons vous proposer une concession au cimetière de Saorge. Ce sera un peu loin pour vous recueillir, surtout que vous n'êtes pas de la région, mais du point de vue transport, c'est évidemment le plus pratique. L'enterrement pourrait avoir lieu dès cet après-midi. Nous ne sommes pas trop bousculés en ce moment. Je suppose qu'il n'y aura pas de problème pour le permis d'inhumer. »« Aucun problème !» lança le médecin avec une chaleur un peu excessive. « J'ai amené les formulaires. » Il brandit un petit paquet de feuilles avec un sourire guilleret.
« Putain, j'ai claqué !» fit Bruno à mi-voix. En effet, sa console de jeu émit une petite musique joyeuse. « D'accord également pour l'inhumation, monsieur Clément ?» fit l'employé en forçant sa voix. « Absolument pas !» Bruno se redressa d'un bond. « Ma mère souhaitait être incinérée, elle y attachait une importance extrême !» L'employé se rembrunit. La commune de Saorge n'est pas équipée pour une incinération. C'était un matériel tout à fait spécifique qui ne se justifiait pas eu égard au volume des demandes. Vraiment, non, ça paraissait difficile. « Ce sont les dernières volontés de ma mère !» fit Bruno avec importance. Le silence se fit. L'employé municipal réfléchissait à toute allure. « Il y a bien un crématorium à Nice, dit-il timidement. On pourrait envisager un transport aller-retour si vous êtes toujours d'accord pour une inhumation dans la commune. Naturellement, les frais seraient à votre charge. » Personne ne répondit. « Je vais téléphoner, poursuivit-il. Il faut déjà se renseigner sur les créneaux horaires pour une incinération. » Il consulta son agenda, sortit son téléphone portable et commençait à composer le numéro quand Bruno intervint à nouveau. « On laisse tomber, fit-il d'un geste large. On va l'enterrer ici. Ses dernières volontés, on s'en fout. Tu payes, poursuivit-il avec autorité en s'adressant à Michel. Sans discuter, celui-ci sortit son chéquier et s'enquit du prix d'une concession de 30 ans. C'est un bon choix, confirma l'employé municipal. Avec une concession de 30 ans, on a le temps de voir venir. Le cimetière était situé à une centaine de mètres au-dessus du village. 2 hommes en bleu de travail portaient le cercueil. Ils avaient choisi le modèle de base, en sapin blanc, stocké dans une salle municipale. Les services funéraires semblaient remarquablement organisés à Saorge. C'était la fin de l'après-midi, mais le soleil était encore chaud. Bruno et Michel marchaient côte à côte, 2 pas derrière les hommes. Hippy le Gris était à leur côté. Il avait tenu à accompagner Jane jusqu'à sa dernière demeure. Le chemin était caillouteux, aride, et tout cela devait avoir un sens. Un rapace, probablement une buse, planait lentement à mi-hauteur dans l'atmosphère. « Ça doit être un coin à serpent », inféra Bruno. Il ramassa une pierre blanche très aiguisée. Juste avant de tourner vers l'enclos funéraire, comme pour confirmer ses propos, une vipère apparut entre 2 buissons longeant le mur d'enceinte. Bruno visa et tira de toutes ses forces. La pierre éclata sur le mur, manquant de peu la tête du reptile. « Les serpents ont leur place dans la nature », fit observer Hippy le Gris avec une certaine sévérité. « La nature, je lui pisse à l'arrêt, mon bonhomme, je lui chie sur la gueule !» Bruno était à nouveau hors de lui. « Nature de merde, nature mon cul !» marmonna-t-il avec violence pendant encore quelques minutes. Cependant, il se tint correctement lors de la descente du corps, se contentant d'émettre différents gloussements et hochements de tête, comme si l'événement lui suggérait des réflexions inédites, mais encore trop floues pour être exprimées de manière explicite. Après la cérémonie, Michel remit un bon pourboire aux 2 hommes. Il supposa que c'était l'usage. Il lui restait un quart d'heure pour rattraper le train. Bruno décida de partir en même temps. Ils se quittèrent sur le quai de la gare de Nice. Ils ne savaient pas encore, mais ils ne devaient jamais se revoir. « Ça va bien, à ta clinique ?» demanda Michel. « Ouais, tranquille peinard, j'ai mon lithium. » Bruno sourit d'un air rusé. « Je vais pas rentrer tout de suite à la clinique. J'ai une nuit de battement. Je vais aller dans un bar à putes. Il y en a plein à Nice. » Il plissa le front, se rembrunit. « Avec le lithium, je bande plus du tout, mais ça fait rien. J'aime bien quand même. » Michel acquiesça distraitement, monta dans le wagon. Il avait réservé une couchette.